Les vrais marins sont des gens modestes, ils savent que la mer est toujours la plus forte. Mais ici, à Ouessant, ils sont plus modestes encore, parce qu'ils se méfient, et ils ont raison de se méfier. Ouessant, l'île du bout de notre monde, au large de la Bretagne, c'est l'île Sentinelle, la dernière avant la finie. Elle est plus que belle, Ouessant. Les cartes postales ne mentent pas, elles nous disent que les hommes ont jugé bon d'encercler l'archipel de balises, de phares, de tourelles. Car pour les marins, Ouessant, c'est ça. À la croisée des mers, où l'océan vient s'étrangler, les vents sont plus sauvages, les courants plus furieux, les brisants plus aigus, c'est le Cap Horn de l'Europe. Et ces cartes postales-là, vous ne les trouverez pas en kiosque, il faut aller les chercher soi-même. Rares sont les points du globe où les catastrophes furent aussi meurtrières. Mais aujourd'hui, la carte des sauvetages s'est substituée à celle de naufrage. J'ai voulu comprendre pourquoi. Ce fut une sacrée croisière, une croisière de plein hiver, à bord d'un des plus puissants remorqueurs du monde, l'abeille Flandre, qui garde Ouessant comme on garde un trésor ou un stock de nitroglycérine. Cet hiver, les tempêtes ont été sans égale. Attention, ça va remuer. Moi, je reste convaincu que pour faire du sauvetage dans des mers grosses comme nous rencontrons en mer d'Iroise et au large de la Bretagne, eh bien, il n'y a qu'un remorqueur pur comme celui-là pour faire le sauvetage. Sécurité, sécurité, sécurité. À tous les navires, à tous les navires, à tous les navires. Ici Ouessant Trafic pour un bulletin météo spécial large. Tu es à quai, tu vas faire ton petit tour en ville, tu as ton bip, il fait beau depuis 15 jours, puis subitement le bip il sonne, il faut rallier le bord dans les 10 minutes qui suivent. C'est ça aussi le travail de l'abeille Flandre et le travail de sauveteur. Une dépression à 955 hectopascales menace de force 11 violentes tempêtes demain dimanche avec une très grosse mer. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur? Peur en mer? Oh, non, si tu as peur en mer, tu fais pas ce métier, quoi. Non, peur en mer. La météo d'hier était optimiste. Elle n'annonçait qu'une tempête force 11. En fait, ce dimanche matin 4 janvier, sous l'abri des falaises, au mouillage d'Ouessant, la force 12 est atteinte. Et les rafales dépassent 140 km/h. Depuis 3 jours, les Iliens et les touristes en quête de réveillons exotiques sont bloqués. Les liaisons maritimes sont interrompues. L'ouest de la France est balayé par une succession de tornades. Voilà des jours que nous n'avons revu Brest. En alerte dès 40 km/h de vent, l'abeille quitte son port d'attache. Ce sont 2 heures de gagner pour atteindre un navire en détresse. Après le naufrage de l'Amoco Cadiz, les bateaux abordant la Manche ou descendant vers l'Atlantique sont strictement tenus de respecter des trajectoires précises, comme les voies d'une autoroute, l'une montante, l'autre descendante. Cela s'appelle le rail. Jour et nuit, les veilleurs d'Ouessant Trafic, les aiguilleurs de la mer installés à la pointe de Corsen sur le continent, contrôlent sur leur radar la route des mastodontes. 11h43, Ouessant Trafic signale qu'un pétrolier de 180 mètres a quitté le rail montant et s'approche de l'île. Il y a toujours un navire qui se trouve là et puis qui est dangereux. Oui, d'accord, il s'appelle comment? Il s'appelle Catria 9 Hotel Charlie 5. Oui, et il continue. Et sa position actuelle, s'il vous plaît? Attendez. Tu mets les 4 moteurs envoyés. 83. Le Cap Raya n'est pas encore perceptible sur les radars du bord, mais les guetteurs du sémaphore de Créache, la vigie de l'île, ont l'impression de revivre un scénario inoubliable. L'échouage, voilà 25 ans, d'un autre pétrolier, l'Olympique Braverie, juste sous leur fenêtre. Sans un mot de trop, comme il convient aux gens de mer, ils avouent leur crainte. Alternative prévisionnelle également, il a 4005 maintenant dans le 272. Oui, d'accord, il marche, il avance ou pas? Il avance, mais il arrive vers vous. Oui, ok, je te remercie. De toute façon, il aurait bientôt fallu quitter le port. La violence du vent est telle que le remorqueur tire sur son amarre au-delà du raisonnable. Nous sommes à marée descendante, vent contre courant. Carlos, le commandant, prévient le COM, le centre des opérations maritimes situé à Brest, qu'il n'y a pas une seconde à perdre. Le comportement du Cap Raya est incompréhensible, mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans l'urgence extrême. Route, hein, 11 nœuds, mais bon, je vais voir le créage, effectivement, il ne s'approche pas. Ben, on ne sait pas, hein. J'apparais rien. Je ne sais pas le trace là.
Voilà, déjà pareil. On va appareiller, hein. Bon, putain, les photos du carré, tout ça, on le fait. Ah, c'était joué, là. Oui, mais parce que la terre, ça va mieux, Tu me dis quand t'arrives au zéro. Un bateau, c'est un immeuble de 7 étages et 3 zones de travail. La passerelle à 15 mètres de hauteur, le pont au ras des vagues et la machine sous la flottaison. Les mécaniciens ont l'habitude de dire en blaguant à moitié qu'ils sont les oubliés du sous-sol. Et ils ajoutent qu'un navire sans propulsion n'est qu'un bout de ferraille qui flotte. Sur la baie, ça n'arrive pas. La maintenance des 4 moteurs est quotidienne. On n'a pas droit à la panne. En fait, je n'arrive pas à passer devant, c'est pour moi. Bah, tous les coups, là. Les legs. Au moment de l'alerte, 3 mots, 3 regards suffisent. Chacun des 12 hommes d'équipage sait ce qu'il a à faire et chacun est nécessaire aux autres. Alors, il part comme une pression une pelle serrée. L'envoi centrifuge d'abeilles, on a appareillé. Ouais, parfait, centre. Donc au sujet du navire, il a l'air d'oublier de changer un petit peu sa route, mais bon, c'est pas encore idéal et il est encore dangereux pour lui et enfin vis-à-vis de la côte. Oui, d'accord, pas de problème, hein, on va juste ça. Dans la branlée qu'on va se ramasser des mecs. Ah, c'est sûr, hein. Nous avons appareillé en 10 minutes et débordé la pointe qui nous abritait. Maintenant, la danse commence. Nous longeons au plus près la côte nord de l'île, la plus rude, dont Carlos connaît chaque caillou, à la rencontre du Cap Raya. Mais ça ne va jamais très vite, un bateau. Même avec 20 000 chevaux lancés au galop, nous filons un peu plus de 15 nœuds, un peu plus de 25 km/h. Le courant nous pousse, mais nous avons le vent dans le nez, d'où ces vagues courtes et hargneuses dans lesquelles nous passons en force. La baie en a vu d'autres. C'est le seul bateau tout temps de la zone, le seul qui continue à faire route quand les autres s'abritent ou fuient, quand les hélicos sont cloués au sol. Nous avons le Cap Raya au radar et nous commençons à comprendre. Son commandant en a eu assez de rouler terriblement, encaissant la mer de travers sur le rail. Il s'est permis d'enfreindre les règles, de modifier son cap pour prendre les vagues par l'arrière et fatiguer moins. Mais il n'a pas pensé que le vent le rabattrait vers l'île et que les hauts fonds l'aspireraient en direction des brisants. À la passerelle de la baie, guettant l'écho du radar, on est partagé entre la rage et la crainte. Mais la règle absolue est de ne pas céder à l'excitation. On garde son adrénaline pour soi, c'est obligatoire et c'est nécessaire. Encore 20 à 30 minutes de route, et ces hommes là-bas, malgré les mises en garde d'Ouest en trafic, savent-ils seulement qu'ils jouent avec la mort? Ah oui. Non, parce que le truc, comme il avançait vite, le mec ne s'inquiétait pas trop, tu vois. Il n'arrive pas à remonter au vent. Le vent et la mer. Il y va. Il va dessus. Ah ouais, il y va. Oh putain. C'est trop tard, hein. C'est ça qui est con. Hein. Oh putain de bordel de connard. 311 de 217 du voyage. Oh putain, il y va. Enfin, dessus. Les rochers le long de cette côte ressemblent à des crocs, à des dents prêtes à mordre. Aucun acier n'est assez dur pour ces mâchoires-là. Manifestement, le commandant du Cap Raya ignore que la petite île de Keller, bien visible par ce temps à grains et qu'il croit doubler sans problème, est prolongée par une chaussée sous-marine, un semis de roches sur lesquelles il va s'éventrer. Il faut imaginer les dangers du dessous,
les montagnes que la mer cache et qui déchirent les coques sournoisement. Ouais, c'est lui là. Il veut faire là-dedans. Carlos et Guitou, le chef mécanicien, sont atterrés. Par cette furie de temps, comme ils disent, et si près des cailloux, il sera difficile, voire impossible, de crocher une remorque avant que l'imprudent n'aille à la côte. Le Capraia, lui, poursuit sa route, comme si de rien n'était. Passera-t-il? Ça va passer? Ouais. Il passe? Oui, il a l'air de gagner là. Il gagne, il gagne. 12h22, il est passé, à 5 minutes près, à 2000 mètres près, la moindre avarie, et ce serait fichu. Il ne pas passer loin. Comment c'est-il qu'il n'est pas vu avant? Je sais pas. C'est sûrement. C'est dimanche. Sur la baille, peu à peu, le soulagement s'installe, comme on expire violemment après avoir retenu son souffle. Mais Carlos n'est pas dupe. Le pétrolier fou lui réserve encore des surprises. Pour que je prenne pas le paquet de mer, c'est le carreau casse. Et l'amitié, ça n'a pas de prix. Hein. Ça n'a pas de prix, hein? Non, ça n'a pas de prix. 12h27, Ouessant est derrière nous. Arrivé là-bas, il va faire pareil. C'est évident. Il ne prend pas sur la gauche. Ah ouais. Ouais, on le force pas, là. Non, là, il pourrait venir de 20 degrés à gauche. Maintenant que les deux navires sont côte à côte, Carlos prend les choses en main. Et il n'est pas au bout de ses peines. Le Capraia s'apprête à remonter la Manche, mais s'obstine à vouloir raser la côte, celle du continent cette fois. Il s'en va vers les roches extrêmes du Finistère, pas n'importe lesquelles, celles de Port-Salle. Carlos anticipe, calcule la dérive, estime l'effet des courants et avertit Ouessant Trafic. À ce train-là, le fantôme d'un pétrolier transformé en épave depuis 20 ans risque de ressurgir. Oui, bah, c'est les roches de Nabucco, là. Donc dans le nord du four. Il faut qu'ils viennent plus dans le nord, hein, parce que là-bas, la mer est beaucoup plus violente encore. Et et donc je vais lui réitérer ce que je lui ai dit, d'essayer de revenir sur son cap précédent. Oui, il peut revenir plus. Le plus rageant, c'est que la manœuvre est simple à ce stade. S'il le veut bien, le pétrolier n'a qu'un coup de barre à donner pour reprendre 15 degrés sur la gauche, et il serait sauf. Traffic control is calling the ship Katria 9 Hotel Charlie 5. 9 Hotel Charlie 5, tackling left. So, for information, in your present course, you are going to run into danger again when you will approach coast of Britain. So, I advise you altering your course a little bit again to port to avoid as possible the coast and... L'aiguilleur d'Ouessant Trafic s'adresse aux délinquants avec une courtoisie délibérée. C'est pour information qu'il lui signale les dangers qui l'attendent. Et il lui demande de regagner si possible le tracé du rail. Cette retenue verbale, quand tout le monde aurait envie d'insulter l'irresponsable, est le fruit d'un calcul et d'une expérience. Il est inutile de se défouler. On prend soin de ne pas provoquer chez le commandant du bateau dangereux un réflexe de vanité blessée. La fonction de l'abeille n'est pas de faire la police en mer. Elle consiste à préserver, escorter, sauver. Carlos attend pour conseiller directement son collègue du Capraia que ce dernier ait entendu le message des aiguilleurs de la mer. Mais il a l'oreille dure, le collègue. Il faut lui répéter 2 fois plutôt qu'une que sa route est aberrante et prochainement fatale. À la longue, à l'usure, il cède. Very much and thank you very much for your help. All the best to you and your family. Thank you and your crew. Thank you. Bye bye. Enfin, il écoute, il obéit, il s'engage à faire de son mieux. Il prend, un peu tard, la mesure de sa faute et devine par la même occasion que l'amende à la première escale risque d'être salée. Alors il file doux et arrondit les angles. À la passerelle de l'abeille, on n'en pense pas moins. Mais le résultat est là et c'est le résultat qui compte. Selon la formule de Carlos, la bonne manœuvre est la manœuvre qui réussit. « 15h30, fin de partie. Le pétrolier tient son cap, mais aucun bateau n'est à l'abri d'un blackout.
d'une panne de générateur qui le prive d'énergie. Ce n'est ordinairement pas plus grave que des plombs qui sautent dans une de nos maisons. En un quart d'heure, le courant est revenu. Le problème, c'est qu'en un quart d'heure, le pétrolier Capraia serait sur les rochers. Aussi l'escortons-nous jusqu'à ce qu'il ait paré les dangers et retrouvé la bretelle de son autoroute. Le but du jeu, au fond, ce serait qu'il ne se passe rien. Il a pris une route à raser la côte, mais ce qu'il ne sait toujours pas, c'est qu'il y a du gisant et du gisant très fort, donc il va le ramener vers les cailloux, avec en plus le fait ici on est dans des fonds de 100 mètres, mais là-bas on est dans des fonds de 30 mètres, donc on aura une mer déferlante, il ne pourra plus revenir à ce moment-là. Donc je suis rentré en contact avec lui pour lui expliquer ce qu'il attendait au bout, et lui faire comprendre que s'il devait gagner 10 degrés de plus de mieux en cap, c'était maintenant, parce qu'après, il n'aurait aucune échappatoire s'il voulait revenir avec la mer de travers. Pas de remorquage, rien d'apparemment spectaculaire, et pourtant, l'opération Capraia résume tout ce qui menace, tout ce qui rôde ici. En quelques minutes, l'imprudence et l'ignorance de quelques hommes ont failli mettre à mal le système de prévention minutieusement construit et perfectionné après la Moco Cadiz. Tout est fragile en mer. Quand Carlos a demandé au commandant du pétrolier maltais s'il possédait une carte, ce dernier a répondu par l'affirmative. Oui, il en possédait une, au 200 millième, c'est-à-dire une carte sur laquelle on ne distingue ni les chenaux, ni les courants, ni les roches. À une carte près, un équipage a failli périr. La routine reprend le dessus. Ni le sang ni le pétrole n'ont coulé cette fois-ci. Dos à la vague, nous roulons moins, c'est le moment ou jamais de passer à table. Le grain monte, le retour sera violent. Il n'y a pas les cartes des courants. Alors le coq, t'as demandé le escorter jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il soit paré des dangers. Pour ça. Avec du flou, on a regardé avec du flou, on se fait les cailloux. Bah ouais. Il y a un sauvetage qui n'était pas un sauvetage, c'était la récupération de corps, qui m'a marqué plus que d'autres, c'est vrai. Et, bon, Charlie, qui est à bord, est également présent. Parce que quand on a récupéré les corps du François Vieillejeu, quand il a coulé au large de la Sardaigne. Alors là, je dois dire que ça a été quelque chose de particulièrement pénible, parce que moi, c'est la première fois que ça m'arrivait. Pour la grande pêche, j'ai vu des gens disparaître. Le gars, il disparaît, c'est accident de travail, le couvreur il tombe de son toit, je veux dire, bon, ça fait partie des risques. Et je crois que ça a marqué tout le monde pendant longtemps, là. Parce que, bon, nous avons pris une plateforme au large de 7, bon, pour aller en face à Tripoli, et à la remontée, donc en face de la Sardaigne, on est tombé sur ce périlleux naufrage. Voilà. Je crois que ça fait partie des moments les plus, je dirais pas les plus forts, mais les plus pénibles que j'ai passés aux armées internationales. Et moi j'ai mis un an à m'en remettre. Non mais je... voilà. Sont partis par un sacré vent du nord. Il y avait le temps qui gelait au dehors. Les larmes, les belles glacées sur les dentelles pour suspendre au jour la vie de leurs amours. Goéland, rendez-nous nos amants. Et vous les albatros, touchez pas à leurs os. Et oh, Dieu des vents, avec eux soit clément, que les vents portants les ramènent à l'Orient, les ramènent à l'Orient. Les paquets d'embrun qui balayent le pont leur glacent les os jusque dedans le fond. Les yeux pleins de misère, ils s'en vont vers l'enfer quand s'efface la terre où pleurent leurs amours. Goéland, rendez-nous nos amants. Et vous les albatros, touchez pas à leurs os. Et Dieu des vents, avec eux soit clément, que les vents portants les ramènent à l'Orient, les ramènent à l'Orient. Nous avons maintenant la mer du vent, même depuis la passerelle à 15 mètres de hauteur, les déferlantes nous surplombent. Il ne faut pas croire que les marins sont blasés, on ne perd pas une miette du spectacle. Le bateau tremble comme une feuille de tôle, il frémit de la proue à la poupe. Le gros temps n'est pas ce qu'on imagine. C'est une danse incessante, un art inconscient de rester d'aplomb, de chercher ses appuis.
C'est une fatigue diffuse, dont on ne découvre qu'ensuite, quand ça s'arrête, combien elle envahit tout le corps et toute la tête. Dans les cabines, on amarre les chaises, on dépose tout à même le sol, et l'on dort dans sa banette, bras et jambes en étoile, calés contre les rebords du lit. Au cours de cette même nuit, nous serons appelés pour une autre escorte. Je redescends sur terre ou plutôt sous terre. Confidentielle défense, ces couloirs dont l'accès est interdit conduisent au COM, le centre d'opération maritime où sont coordonnées toutes les actions de l'État en mer. L'Abeille Flandre est un navire privé, appartenant à la Compagnie des Abeilles Internationales. Mais 365 jours par an, il est à la disposition de l'État, son affréteur, et remplit une mission de service public. Un patron, un seul, gouverne et tranche. C'est l'amiral Le Dantec qui cumule charges civiles et militaires. Il faut soumettre à un détecteur l'empreinte de son index pour le suivre au cœur du système. Bien ici, vous êtes dans un endroit secret qui est le centre de commandement de la flotte de l'Atlantique, 30 mètres sous le château de Brest, enterré. Et là, jour et nuit, des équipes veillent pour commander la flotte française de l'Atlantique. La Moco Cadiz a été une prise de conscience générale de l'urgence de mesures à prendre. Et là, on ne peut pas accuser les pouvoirs publics d'être restés les bras ballants. En effet, on a donné au préfet maritime des pouvoirs considérables, notamment celui de mise en demeure d'un bateau constituant un danger pour le littoral français. Et dans ce cas, on demande à l'armateur et au capitaine du navire de faire cesser le danger qu'il représente, faute de quoi, à ses frais et à ses risques, nous prendrons toutes les mesures pour empêcher que le bateau provoque une catastrophe. Je reviens sur la mise en demeure. Il y a toute une culture de la négociation entre le remorqueur et puis le bateau qu'il va assister. Tout ça, c'est fini ce temps-là. Vous avez bien raison de le dire, c'est fini. Parce que l'accident de la Moco Cadiz, c'est bien ça qui s'est produit. Des négociations interminables entre le commandant du bateau, son armateur et les compagnies de remorquage. Aujourd'hui, la mise en demeure me permet d'obliger un bateau à prendre la remorque. La loi française m'autorise à le faire et nous avons l'Abeille Flandre qui est capable, elle l'a prouvé, de tenir, même par très mauvais temps, un gros pétrolier en difficulté. Pour toi, l'amiral Le Dantec, c'est d'abord un supérieur hiérarchique et un affréteur ou c'est d'abord un marin? C'est d'abord un marin. Quand vous avez l'occasion d'avoir une liaison radio avec le commandant Claden à la passerelle de l'Abeille Flandre, vos rapports sont d'abord des rapports hiérarchiques ou ce sont d'abord des rapports de marin à marin? Je dirais que c'est des rapports de marin à marin, faits d'estime mutuelle et de confiance. Je dois dire que le commandant Claden, quand il nous propose une solution face à une situation de danger ou d'urgence, nous tenons le plus grand compte de ses avis. Militaires ou civils, fonctionnaires ou non, les gardiens du rail partagent la même mission et sont d'abord des gens de mer, amoureux de leur côte. Quel est votre oiseau préféré? Ah, c'est le foulbassan, parce que c'est un oiseau qu'on ne voit qu'au large, qui est un superbe voilier, qui fait jusqu'à 1,80 m d'envergure, blanc avec le bout des ailes noires et le bec jaune, qui sont des merveilleux animaux. Si je croyais à la métempsychose dans une vie future, j'aimerais bien être un foulbassan. Mardi 13 janvier, nous voilà repartis en alerte météo. La mer est dure, mais le pire est à venir. Une violente tempête de force 10 à 11 est imminente. Carlos a la fièvre et reste couché pas pour longtemps. À 14h01, le Nautila, un porte-conteneur de 85 mètres, appelle au secours. Il est en avarie totale de machine à 4000 dans l'ouest de l'île de Saint. Pour l'instant, le vent et le courant lui permettent de tenir, mais l'un et l'autre vont basculer sous peu et le naufrage sera inévitable. Il faut faire vite. À 2 heures près, la manœuvre sera compromise et le vent commence à tourner. 5h, 6h, 7h. allez 7h. J'ai 9000 de mouvement. 7. À 11h du soir. La bascule est à quelle heure? 18h40. Conseil de guerre à l'approche du navire en détresse. Entre le pont et la passerelle, on fait le point, on arrête une tactique avant de passer à l'action. Pour ça, il faudrait prendre maintenant là, et puis remettre le dardard. Lionel Le Bosco règne sur le pont, le territoire de tous les dangers, où chacun doit immédiatement trouver ses marques. Tu prends dans les boîtes de ligne, Dominique? Dominique, le lieutenant, est chargé de la coordination avec la passerelle. C'est également lui qui expédiera, grâce au fusil en samar, un fin cordage aux matelots du navire assisté. Un cordage au bout duquel sera préparée la remorque. Sur la plage arrière, contre le vent qui atteint maintenant force 10, et contre les paquets de mer imprévisibles, on n'a qu'une défense, qu'une armure, la combinaison tout temps.
Le reste est affaire de vigilance et de réflexe. La porte va s'ouvrir comme se lève un rideau. Dehors, ça piaule. Jean-Marc, le second maître, est né et vit à Camaret. Sa maison surplombe les vagues qui sont devenues son lieu de travail. Lionel et lui forment un duo assez rodé pour se passer de répétition. Pour préparer la remorque, le câble qui va relier les deux navires, chacun connaît par cœur l'enchaînement des opérations et chacun garde un œil sur une éventuelle déferlante. Il pleut à seau, l'eau douce et l'eau salée se confondent, les marins appellent ça le grain de la manœuvre. Des bateaux à la dérive, en feu, désemparés, inondés, Lionel et Jean-Marc en ont vu de toutes sortes. Le geste du sauveteur est le même, mais chaque sauvetage est différent. Ils sont avec leurs matelots les voltigeurs du bord. Et quand les choses se compliquent, il n'est pas rare que Jean-Paul, le cuisinier, vienne leur prêter main forte. Les hommes de la machine, abrités dans la réserve, attendent leur tour d'entrer en lice quand la remorque sera tournée. Nous avons affaire à des clients sérieux. Le commandant du Nautila, dès qu'il a compris que la panne était grave, a pris toutes les dispositions auprès de son armateur. La mise en demeure du préfet maritime, signifiée à 15 h, n'a posé aucun problème. Maintenant, c'est à Dominique, le lieutenant, de jouer, de viser juste. On n'est pas à la fête foraine, la partie peut tourner mal, les deux coques sont dangereusement proches. Carlos et l'autre capitaine ont parfaitement réglé le balai. L'équipage du Nautila est à son poste, sur le gaillard d'avant. Ce sont des pros, des vrais, acrobates et coordonnés. Ils ne laissent pas filer l'occasion, la première tentative sera la bonne. Pourtant, le vent est si fou que les mouettes volent à reculons. Carlos, là-haut, est à l'abri des vitres, mais il ne quitte pas son porte-voix. Quand il était lieutenant, lui aussi travaillait sur le pont avec les hommes d'équipage. Il en connaît les périls, et une obsession lui reste présente. De perdre un homme. Je crois que c'est la plus grosse peur, c'est ça. Avant tout. Ça peut arriver à n'importe quel moment, même par beau temps. Et ça, c'est vraiment ma grosse frayeur, c'est ça. D'autant plus qu'auparavant, j'étais avec eux sur le pont, quoi. Donc là, il y a une dimension, je sais comment on travaillait sur le pont, et on travaillait bien parce qu'on avait confiance aux gars qui étaient en haut. Donc il ne faut pas qu'ils perdent cette confiance. Les câbles souffrent et fouettent. C'est peu de choses une remorque. Un cassant de polypropylène, puis des torrents d'acier, quelques centimètres de diamètre seulement, mais cela requiert des treuils géants et cela déplace des montagnes de métal. Quand ça cède, ça peut tuer en balayant le pont. Reste à apprivoiser le monstre, à le dompter peu à peu, savoir lâcher, savoir reprendre, ne pas être emporté par le navire qu'on assiste, c'est l'art du fin manœuvrier. Carlos et Guitou jouent des manettes avec dextérité. Vincent, le second mécanicien, surveille le bon défilement de la remorque. Un équipage, c'est une symphonie. Lionel se sèche, l'essentiel de la partie est gagné. D'un coup, l'ambiance se détend et l'on s'aventure même à prononcer le mot qui fait trembler tous les marins. Mardi 13 à bord, et on n'a pas arrêté de parler de lapin. Du palin. Ah, n'est-ce pas Ouais. parler de la bête. Le lapin.
Mais qu'on fasse terminer avant la chance, il faut ce qui est con, c'est mon aiguille. Le Nautilus suit docilement l'abeille à rythme soutenu, sinueux, car le commandant est pressé de mener le bateau à bon port avant que la mer ne devienne plus hargneuse. La remorque est immergée et sert d'amortisseur. Les pannes, c'est normal. Tous les navires ou presque en connaissent. On stoppe, on répare durant 4 ou 5 heures et tout rentre dans l'ordre. Le problème autour d'Ouessant, c'est qu'on n'a pas le temps de réparer. La houle est trop forte, la dérive trop rapide. Le rail sert précisément à repousser les cargos assez loin, jusqu'à 27 000, pour qu'un remorqueur ait le temps de se porter à leur secours et de recommencer la manœuvre si nécessaire. Après 20 ans de station à Brest, l'abeille Flandre a sauvé, comme aujourd'hui, 176 navires, notamment 11 pétroliers, 7 transporteurs chimiques, 2 ferries et 37 chalutiers. Son homologue, l'abeille Languedoc, basé à Cherbourg, aligne un palmarès comparable. Le coût d'une seule catastrophe, celle de l'Amoco Cadiz, représente 120 années d'affrètement du remorqueur. À 18h35, le pilote du port de Brest monte à bord du Nautilus qui sera mené à quai par le remorqueur portuaire. L'abeille repart vers le large pour la nuit, le temps que le coup de vent passe. C'est bien le vent, hein. Voilà, ouais. Ça fait classe. En fait, les bateaux que vous allez assister, là, c'est des fortunes de mer ou... Bah, fortune de mer, il y en a. Mais bon, autrement, il y a... Non, tu peux avoir des bateaux neufs qui tombent en panne aussi. C'est le coin qui fait que c'est dangereux, quoi. Ouais, bah déjà, ils ont remonté tout le golfe de Gascogne. Donc, c'est pas le coin le mieux, déjà, pour au niveau du temps. Bon, t'as beaucoup qui remontent d'Afrique, ou de plus loin, même du golfe Persique. Alors, puis, bon, bah, une fois que t'as pris une bonne branlée dans le golfe de Gascogne, les bateaux sont fatigués. Alors, c'est le coin. Je crois que j'ai plus d'amour pour l'équipage que pour le bateau. Parce que dans ce type de métier, le bateau est important, c'est vrai. Bon, l'amour du bateau, mais pas l'amour du bel objet, quoi, mais de quelque chose qui doit fonctionner, qui est un outil, bon, autant que cet outil soit bien huilé, soit parfait. Ce qu'on aime, les bateaux, hein. On les aime, ces bateaux-là. Je crois que tous les marins aiment bien leurs bateaux, de toute façon. Et regarde. Ça va blanchir après. C'est la Rolls. Ici, c'est la Rolls. Voilà, ben, tout le reste est fait, là. Je dirais que la particularité du remorquage, c'est que le bateau, en fait, est englobé dans l'équipage. C'est l'équipage qui l'entretient. C'est eux qui vont se battre, qui vont faire les choses pour que, justement, ils soient bien entretenus. Mais c'est eux, derrière, qui vont souffrir. Et je dirais, dans toutes ces opérations-là, si elles sont réussies, c'est 98% grâce aux hommes qui sont en bas à la machine et à ceux qui sont sur le pont. Bon, ben... putain, il doit pas mal, hein. Par exemple, est-ce que vous ne vous attachez pas avec des harnais quand vous êtes en train de travailler sur le pont? Bah, c'est pas pratique. Et puis, bon, bah, si tu vois le paquet de mer arriver, par exemple, sur l'arrière, on va se cacher derrière le treuil. Alors t'imagines, bon, je suis amarré là, je peux pas aller derrière. C'est pour ça qu'on ne veut pas ni avoir de harnais, on ne veut pas s'amarrer. Alors comment tu fais avec tes gars? Bah déjà, bon, je les place, bon, puis depuis le temps, chacun sait à peu près son poste, à part quand il y a des nouveaux, quoi. Sinon, bah, y a toujours un qui regarde derrière. Et puis dès qu'il voit le paquet de verre arriver, bah, soit on se met derrière le treuil, ou alors on s'accroche aux mains courantes, et puis comme on dit, on fait drapeau, quoi. Tu veux dire, vous partez à l'horizontale, quoi? Ouais. Et puis bon, bah, après tu retournes, et puis... mais bon, bah, ça, depuis le temps, on a l'habitude, quoi. Quelquefois, on part quand même avec, hein. Alors t'embrasses le rouleau, t'embrasses la lisse, n'importe quoi. Oui, c'est pas les meilleurs souvenirs, quand même. Ah non, mais ça, bon, bah, t'as des bleus, c'est tout, hein. Quand tu lis dans le journal que vous êtes des héros, tu réagis comment? Je pense que les gars le méritent. Ils n'osent pas en parler. Ils n'osent pas en parler, mais bon, c'est vrai, quand je suis là-haut, je vois ce qu'ils font, bah, c'est des tout petites personnes au milieu de l'eau. Il y a des moments, quand un gros paquet de mer embarque, je vois plus personne. Et j'ai l'impression que j'ai perdu tout le monde. Et ils sont toujours là, et ils retournent derrière. Je crois qu'ils le méritent. Non, on n'est pas des héros, c'est pas... Attends. Bon, arrêtez de rendre. Ah là, j'ai dit une chose, le doute m'habite. Le doute m'habite.
Ça me fait sourire. Ça me fait sourire, hein. Je pense que des héros, il y en a plein partout alors. Bon, ça fait un peu sourire parce que des hommes exceptionnels, il y en a plein. Je veux dire, il y a des chirurgiens, il y a des pompiers, il y a des... Les héros de la mer. Il n'y a pas à se sentir de gloriole plus qu'ailleurs. Non, alors pas du tout bon truc. Hein, vraiment... Non, c'est pas du tout pour des héros, il n'y a rien, on fait notre boulot. Bon, ça fait sourire, quoi. Mais enfin, si on considère que nous sommes des héros, soit. Ouais, c'est la pudeur, ça. Je crois que c'est la pudeur du marin. C'est un peu le problème général. Tous les marins sont comme ça. Que ce soit le pêcheur, que ce soit le gars de la SNSM. Je pense que leur travail à eux sur la baie, j'ai vu la baie travaille déjà à la télévision, je pense que pour eux c'est encore plus dangereux que ce qu'on fait. Parce qu'ils ont du matériel quand ils travaillent, ils ont des câbles derrière suivant le remorquage et tout ça, donc c'est extrêmement dangereux. Lorsqu'ici, il suffit d'accrocher bien le bateau et puis c'est beaucoup plus facile. Et vous avez un point commun, c'est que vous sortez quand les autres rentrent, quoi. Ah ouais, ah ouais. On est là pour ça, pour sortir, hein. Celui qui a peur, il faut pas qu'il fasse partie de la SNSM. Le Monde d'Ouessant, c'est un club qui ne dit pas son nom, celui des frères de la côte. Personne ne l'avoue, mais une admiration mutuelle unit ses compagnons du bout du monde. C'est intéressant parce qu'on rencontre les gens des autres milieux, on s'aperçoit finalement qu'on n'est pas différent, quelle que soit la carrière qu'on ait faite. Entre un patron de pêcheur, un patron de remorqueur, etc., il n'y a finalement pas de grosses différences. Quels sont les grands principes de la SNSM? Oh, les règles d'or de la SNSM, écoutez, elles sont particulières au sens que ici c'est du bénévolat. Et les règles d'or, c'est que ce sont les marins qui vont sauver les marins et qui vont les sauver dans les coins qu'ils connaissent. Derrière les cailloux, répète souvent Carlos, il y a des hommes. Des hommes qui ont en commun une culture, un savoir. Les bénévoles qui interviennent au plus près des roches ont les mêmes réflexes et le même langage que les sauveteurs de la baie, la même patience et la même disponibilité. Être à quai à Brest, c'est aussi une grosse partie du travail. C'est toute la phase d'attente, stand-by. Pour 2 minutes d'action passionnante, on passe pas mal de temps en stand-by, en attente. Et passer des semaines et des semaines en bonne saison, ça amène un maximum de temps passé à quai. C'est vrai que c'est dur. C'est dur. Dur d'agir, dur de ne pas agir. Le métier de sauveteur est un métier sérieux, minutieux, trop minutieux, qui exige sa contrepartie. Revenir à quai entre 2 alertes, entre 2 opérations, c'est bizarre. Ce n'est pas vraiment revenir. On est rivé au bateau, 45 jours de rang jusqu'à la relève. On a envie de souffler, mais en même temps, on a horreur d'attendre. On continue d'écouter les radios 24 heures sur 24 et l'on s'autorise à décompresser si la météo s'améliore. Les amis, les femmes, les enfants passent à bord quand il a été possible de les prévenir d'une escale. L'autre vie par bouffée vous entoure et vous effleure, comme un parfum. Vagabond sans rivage, dont certains tatouages évoquent l'anarchie et la révolution. Mais lui, le Malamar, lui qui n'a peur de rien, leur dit: je vous préviens. Oui, je regarde. Je suis le maître. Bravo. Moi seul, je suis le maître. Je prends un coup d'air. Parmi les plus proches frères de la côte, il y a les capitaines des bateaux traversiers de la Penarbed, la compagnie qui assure la desserte d'Ouessant. Au plus fort de la tempête de janvier, 600 personnes attendent 4 jours durant, bloquées sur l'île. Le 5e jour, les responsables de la Penarbed jugent possible d'envoyer à Ouessant leurs 2 navires les plus robustes pour délivrer les prisonniers. La baie est là, montant la garde. Carlos et son équipage ont pleine confiance dans leurs collègues, dont plusieurs ont eux-mêmes navigué sur le remorqueur. Mais par ce temps, notre présence est rassurante. Jamais peut-être le petit port du Stif n'a connu pareille cohue. Heureusement, les candidats au voyage ne discernent pas, comme nous, dans quel chaudron du diable se débattent les 2 traversiers qui arrivent l'un après l'autre à vide. Il faut être sur la baie pour voir ça. L'embarquement est soigneusement planifié par groupe de 10, et puis les bateaux repartent, chacun chargé de 300 passagers tassés comme des sardines, au ras des brisants. La manœuvre est impeccable. À la passerelle de la baie, nous observons sur le qui-vive
l'incroyable conjugaison du courant et du vent dans le chenal qui sépare Ouessant de Molène, sa voisine, et qui s'appelle le Fromveur. En breton, cela signifie